Salut Chloé, Hello! comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien aussi. Je suis hyper contente de tester encore un nouveau décor Ouais. avec toi, toute première fois. On se croirait un peu chez le psy, on se croirait Ouais. en thérapie. Ou chez toi, c'est sympa aussi. Ou chez moi, effectivement, dans mon salon, la petite cheminée, c'est plutôt pas mal. Ma chère Chloé, je suis trop contente de te recevoir. Ça change, comme je te disais en plus en off, des profils que j'ai l'habitude de recevoir la plupart du temps. Donc ça fait plaisir, un parcours un peu différent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en Oui, bien quelques mots? sûr. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est mon métier à plein temps aujourd'hui et je parle beaucoup de sujets engagés, que ce soit vis-à-vis du droit des femmes ou alors de la confiance en soi. J'essaye vraiment d'apporter quelque chose un petit peu de nouveau sur les réseaux. C'est vrai que on n'avait pas l'habitude de voir des influenceuses prendre parti sur plein de sujets comme le féminisme et tout ça. Ouais. Moi, ça a été mon cas et c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis suivie par presque 200, 300 cas sur Insta, donc ça commence à faire. Trop bien. T'es surtout présente sur Insta ou t'es aussi un peu sur d'autres réseaux? Surtout sur Insta, on va dire que c'est là où je publie vraiment quotidiennement et là où j'ai vraiment ma communauté la plus fidèle et la plus engagée. Oui. Mais je suis aussi sur TikTok et bizarrement, sur TikTok, j'ai plus d'abonnés. Je crois que j'ai 480 Ah k. ouais? Mais je poste beaucoup moins, je suis moins régulière. Et en fait, c'est surtout pendant le confinement où j'ai eu un énorme boom sur TikTok. Je m'étais mise à fond. Et après, je me suis un petit peu lassée. Et c'est vrai que la communauté est plus jeune. Et c'est vrai que j'aime mieux échanger avec des personnes peut-être un peu plus âgées. Un peu plus mature. Voilà, pas Ouais, forcément des ados de 14 ans, tu vois. Et même si elles sont adorables et bien tout, sûr. mais ça me fait plaisir aussi de les aider. Mais c'est vrai qu'on va dire que mon terrain de prédilection, ça reste Insta. Ouais. Et ça se voit. Ouais, C'est là que tu as tout construit. Enfin, tu vas ouais, nous c'est ça. raconter ton parcours, comment tu as commencé, mais j'ai l'impression que c'est là que tout a commencé. Mm. C'est quoi aujourd'hui, en une phrase, si tu devais un petit peu résumer ta mission à travers ce que tu Ouais. fais, c'est quoi? Aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Pour moi, c'est vraiment ma mission au quotidien, que ce soit via des conseils. J'essaye aussi beaucoup de les aider à se déconstruire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que énormément de femmes étaient complexées. J'avais fait un sondage et les résultats, ils étaient mais énormes. Je demandais aux femmes, avez-vous des complexes? Je pense que 80% avaient Bien sûr. répondu oui. Alors peut-être que, effectivement, moi, c'est ma cible, les femmes qui ont des complexes, mais quand même, tu vois, il n'y a pas que des femmes complexées qui me suivent. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que je m'étais dit peut-être que j'ai une communauté de femmes plutôt en surpoids, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de problèmes de poids, de TCA et tout. Et en fait, non. J'avais demandé et la taille moyenne des filles qui me suivent, c'est des tailles même standards, pas forcément de la mode grande taille et tout. Et je m'étais dit, mais c'est dingue, c'est fou. Mais En bien fait, sûr. peu importe son poids, en fait, on a Bien toutes des sûr. complexes, qu'on soit mince, grosse. En fait, ouais, malheureusement, la société fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de s'accepter. Tel qu'on est. Ouais, parce que bah, derrière, tu as toutes les injonctions. Forcément, tu as l'industrie de la minceur qui, derrière, est très puissante. Essaye de te vendre tout le temps des produits pour maigrir. Tu as parfois le regard des hommes qui peut être difficile, le traitement dans les médias qui est compliqué. Donc, du coup, je me dis, bah, faut essayer de contrer un petit peu tout ça. Complètement. Et effectivement, donc tu as toute cette vibe, cette vague de body positive qui est arrivée, etc., qui est très bien parce que ça permet de rééquilibrer les choses un petit peu à tous les niveaux, j'ai envie de dire, au niveau de tous les corps, etc. Par contre, effectivement, comme tu le dis, peu importe ta taille, peu importe ton poids, etc., je suis même surprise, 80%, ça me semble peu. Je pense qu'on est plus à 100%, Ouais. tu vois, Ouais. 99,9%. Je pense qu'on a toutes des complexes et tu vois quand on est mince aussi, c'est-à-dire que vice versa, tu vois celles qui sont peut-être un peu en surpoids, elles vont avoir des critiques désobligeantes et celles qui sont minces, c'est bah alors tu manges pas, Ouais. t'es anorexique. Enfin moi combien de fois on m'a posé ces questions-là quand j'étais ouais. jeune, mais bien sûr. Non mais toi tu bouffes rien, tu manges comme un moineau, t'es toute maigre, on dirait une anorexique. Alors que enfin tu vois j'ai jamais été extrêmement maigre, mais tu vois c'est juste des trucs où les gens aiment bien piquer un petit peu, surtout les garçons, tu sais, au collège ou ce genre de choses. Mais tu sais, là, on l'a vu avec l'élection Miss France, c'est là où je me suis dit, ah ouais, le body shaming, ça touche vraiment Mais aussi bien sûr. les personnes très minces, parce que bah, quand tu as vu les commentaires qu'elle s'est pris Miss France de cette année, Bien sûr. j'ai été choquée et je me suis dit, mais en fait, on ne lâche jamais la grappe Non. aux femmes. Qu'elles soient minces ou grosses, c'est la même en fait. Il y a toujours un problème. Mais bien sûr. Ouais. Et même avec le body positive, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça a l'effet un petit peu parfois inverse, c'est-à-dire qu'on va se mettre à critiquer les minces. Enfin, tu vois, on n'en finit plus, quoi. Putain, lâchez-nous, quoi. Ouais, Laissez-nous être comme on a envie d'être. On s'en... Enfin, tiens, stop. Juste stop. Ouais. Et c'est vrai que
on n'a pas ce même rapport-là avec le corps des hommes, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que les hommes pètent un plomb quand je parle de ça sur Insta. Mais en fait, je suis désolée. Oui, les hommes peuvent être critiqués. Et à chaque fois, ils me disent oui, nous, on est critiqués sur notre taille. Par exemple, si on est petit, c'est pas viril et tout. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Tout le monde est victime parfois de critiques. Mais la pression, on peut pas dire qu'elle est la même, en fait. Parce que les femmes, elles ont une pression beaucoup plus importante. Enfin, tout le monde le sait par rapport à leur poids, etc. Une femme, elle est direct jugée sur son apparence. Alors qu'un homme, on va peut-être d'abord regarder je sais pas, sa carrière, tu Bien vois. sûr, son intelligence, exactement. son niveau d'intelligence, ouais. de force mentale. Ouais. Alors que nous, c'est sois belle d'abord, tais-toi, et après on verra si t'es un petit peu intelligente. Ouais, c'est ça. Et si tu peux la fermer, c'est pas mal quand même. J'exagère, bien évidemment. Bon, et comment t'en es arrivée là, ma chère Chloé? Raconte-nous un petit peu, s'il te plaît, qui était déjà la jeune Chloé, justement, parce que je pense que tout ce que tu fais là, ça vient pas de nulle part. T'as peut-être subi des trucs qui t'ont dérangé pendant ton adolescence, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle enfance tu as eue, quelle adolescence tu as eue? Est-ce que tu avais un jour pensé t'exposer comme ça sur les réseaux? Est-ce qu'il y avait un autre métier que tu as fait, que tu voulais faire? Voilà, qu'on comprenne un petit peu ton parcours. Ok. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours été très complexée, en tout cas avant, quand j'étais jeune, parce que je suis née rousse. Je n'ai pas choisi ma couleur de cheveux. Et déjà, c'est quelque chose qui te forge, parce que quand tu es en primaire et tu es au collège, j'avais beaucoup de critiques par rapport à ma couleur de cheveux. Je ne sais pas si je peux dire du harcèlement, mais voilà, en tout cas, c'était des critiques très virulentes. On me demandait si je sentais mauvais, des parties intimes. Enfin, tu vois, c'était vraiment une atteinte à mon intimité, et c'était vraiment horrible parce que j'avais l'impression que je devais me justifier sur quelque chose que je n'avais pas choisi, ma couleur de cheveux. Alors je sais qu'en grandissant, ça a commencé un petit peu à disparaître parce que les roux aussi ont été un peu mieux acceptés. Il y a eu aussi des stars, tu vois, qui sont rousses, qui sont devenues célèbres et tout, donc ça va. Sûr. Mais pour en discuter encore avec des mamans, certaines me disent ouais, moi j'ai un enfant roux et toujours, il prend cher. Toujours à l'école c'est compliqué. Donc voilà, déjà ça a commencé comme ça, et puis après j'ai toujours été une ado et une jeune femme avec des formes, et j'ai eu pas mal de critiques. Donc j'ai toujours très complexée par mon poids. Ça a été à la fois dans le milieu du mannequinat, parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai fait mon premier shooting pour un magazine, et plus tard, j'ai été en agence et tout. Et en fait, à chaque fois, on me disait t'as un super beau visage, mais au niveau du corps, il va falloir travailler, parce que là, on va pas pouvoir te placer à des clients. Tu fais un 38, c'est énorme. Donc voilà. Mon Dieu, mais tu sors de là, t'es démolie, quoi. Ouais, non, mais t'es au bout du rouleau. J'étais en mode, mais comment ça, un 38, c'est trop? Ils étaient là, oui, ici, il faut faire du 34, 36. Les prototypes des vêtements sont faits sur des 34, 36. T'as pas le choix, en fait, tu ne pourras pas rentrer si jamais tu fais du 38. Donc déjà, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des régimes, à tomber dans les troubles du comportement alimentaire et tout. Donc pour moi, ça a été assez compliqué. Après, j'ai quand même réussi à m'épanouir. Enfin, j'avais mes amis et tout, j'étais bien entourée. Mais dans ma tête, c'était quand même pas la folie. Et juste, je me permets de rebondir sur ce que tu disais. Tu as commencé à faire des shootings, etc. C'était ton désir ouais, j'aimais bien. De découvrir cet univers. En fait, ce qui était paradoxal, c'était qu'en fait, à la fois, en fait, on me complimentait beaucoup dans le milieu de la photo, et moi, ça me redonnait confiance en moi, parce qu'en fait, à l'école, on me critiquait, et dans le milieu du mannequinat, on me disait tes cheveux sont magnifiques, c'est une chance, nous, on s'est vachement recherché pour nous, on veut des mannequins rousses, ça marche du tonnerre, tu sais, pour la mode. Souvent, même quand tu regardes la mode enfant, dans les publicités, tu as souvent des personnes rousses. Ah oui, d'accord. Pour les produits bio, tu as souvent des personnes rousses, alors qu'au final, c'est 2% de la population, tu vois. Et du coup, à chaque fois, on me complimentait, et donc du coup, ça me redonnait un peu confiance en moi. Donc j'aimais bien, tu vois. J'aimais bien, mais après, il y avait quand même la pression du poids derrière. Mais voilà, c'était amusant pour moi, on va dire, quand j'étais petite. Après, ça allait devenir un peu moins quand, à l'âge ado, on m'a dit voilà, t'es trop grosse. Mais donc ouais, un double tranchant un petit peu. Et quand tu as eu des troubles du comportement, c'était vraiment du comportement alimentaire, c'était vraiment... Enfin, je sais pas si tu as déjà parlé de ça, je veux pas te mettre mal à l'aise, c'est une question qui est malaisante. C'était de ce qu'on appelle de l'orthorexie, donc c'était vraiment... je contrôlais... En fait, je savais même pas à l'époque que ça s'appelait comme ça, hein, j'ai mis des mots plus tard après dessus, mais en fait, c'était vraiment... Je contrôlais de manière... hyper grave tout ce que je mangeais. J'avais des applications, je rentrais le nombre de pas que j'avais fait dans la journée. Wow. J'essayais tout le temps d'équilibrer les calories, mais c'était un peu devenu maladif, tu vois. Je pouvais pas manger quelque chose sans savoir combien il y avait de calories dedans.
Tu sais que c'est marrant, donc je connaissais pas du tout ce terme, merci pour cette information. Mais quand j'étais jeune, j'étais aussi très obsédée par mon poids, mais extrêmement, tu vois. Je trouvais que j'ai jamais été anorexique ou boulimique ou quoi que ce soit. Je trouvais que j'avais des cuisses énormes alors que j'étais toute fine, tu vois. Mais dans le miroir, ce que je voyais, c'était, je me disais, oh, mes cuisses sont grosses et tout. Et du coup, j'ai toujours hyper contrôlé ce que je mangeais et mes copines se moquaient de moi gentiment parce que mon rêve, c'était, je leur disais tout le temps, oh, vous savez, c'est quoi mon plus grand rêve? C'est d'avoir une journée où je peux manger tout ce que je veux sans prendre une calorie. Et je me rendais pas compte, mes copines elles disaient, mais Sandra, tu te rends compte de ton rêve? Je dis, bah quoi? Pour moi, ça me semblait normal de rêver d'un truc comme ça. Aujourd'hui, je me dis, mais j'étais complètement tarée, quoi. Mais tu vois? Bah ouais, tu savais pas, t'étais une victime toi-même à l'époque mais complètement. De tout ce système, en fait. Tu te rends compte? Bref, c'est complètement ouf. Donc du coup, tout ça pour te dire que évidemment, on est toutes complexées, on a toutes je pense franchement que quasiment toutes les nanas sont passées un peu par des troubles du comportement alimentaire, plus ou moins, tu vois, excessifs. Mais voilà, tout ça pour te raconter une petite histoire. Ouais, c'est fou. Ça fait écho, tu vois, ça me parle et du coup, je me dis, pourtant, tu es encore mince, donc c'est fou en fait de se dire que toi-même, tu as été victime du système. Complètement. C'est incroyable. Du système, oui, probablement, mais aussi, je pense que j'ai des parents qui font très attention à leur apparence physique. L'héritage familial. Ouais, complètement. D'impact. Papa comme maman. Enfin, pardon, je parle pas de mes parents, papa comme maman, mais ma mère comme mon père. Tous les deux, ils sont très beaux, hein, ils font très attention à leur apparence et c'est très bien, ils prennent très soin d'eux. Mais du coup, j'ai été un peu éduquée dans le culte, je pense, de la beauté, de la minceur. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, ça aide pas. Ouais, et puis, en fait, parfois, l'éducation qu'on reçoit, ça peut avoir l'effet inverse sur nous, tu vois. Par exemple, quand on veut trop te contrôler, mange pas ci, mange pas ça, te cacher, te priver et tout, bah parfois, justement, les personnes le font après en cachette et il y a plein d'enfants qui prennent du poids, avec l'inverse, tu vois, de ce que leurs parents voudraient, quoi. C'est exactement ça. Je sais pas si toi, c'était ton cas, mais moi, j'ai été un peu obsesse par le sucre, tu vois. Ouais. Et on n'avait pas Parce de sucre. que t'avais pas le droit à la maison. Mais non, pas du tout. Ouais. Alors chez mes copines, laisse tomber le goûter Nutella, laisse tomber. Je me rappelle même une fois, j'avais tellement mangé que j'avais vomi, mais parce que tu vois, j'avais trop mangé, j'étais dans l'excès, genre c'est génial, il y a plein de trucs, il y a des chocobons, chez mes potes, il y avait de tout. Tu ouvrais le placard, c'était Carrefour Market, quoi. Tu vois. Je sais pas si toi, tu avais ce truc-là avec la bouffe. Moi, ça va. Mes parents, ils étaient plutôt chill par rapport à ça. Mais je me dis, c'est tellement dur, en fait, quand tu as des enfants. Je sais pas s'il y a des mamans qui nous écoutent, mais c'est tellement dur de se dire comment faire avec son enfant pour avoir le bon équilibre, le juste milieu. Tu vois, même moi, si un jour je deviens maman, je ne sais pas comment je vais faire pour faire en sorte que mon enfant mange équilibré sans le brider ou sans, à l'inverse, le laisser faire tout et n'importe quoi, tu vois, lui apporter une sérénité, je sais pas. Franchement, c'est un sujet super complexe. Ouais, c'est vrai que c'est complexe. Je pense que il faut essayer de... tu vois, moi, maintenant, je mange vachement avec amour, je me prive de rien du tout, je ne calcule jamais mes calories. Je suis plus du tout là-dedans. Enfin, justement, après avoir eu un enfant, j'ai switché total. Genre en mode, j'adore mon corps. Enfin, je l'aime plus dans le sens où je le remercie, tu vois, d'être en bonne santé, de fonctionner, tu vois, de me dire que tout va bien. J'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête, je peux utiliser mes jambes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, c'est ça le plus important. T'as relativisé. Mais de ouf. En fait, ton corps, c'est une machine, c'est une machine exceptionnelle. Ça a des super pouvoirs. C'est ça le plus important, tu vois. Enfin, je pense. Ouais. Et surtout quand t'as un enfant, je pense que ton rapport au corps, il change aussi. Enfin, tu vois ton corps changer. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me suivent, justement, des femmes qui, après l'accouchement, ont du mal à se retrouver, elles ont du mal à s'accepter. Et moi, je leur dis toujours, mais attends, tu viens de donner la vie, en fait. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Laisse-toi du temps et c'est normal de ne pas avoir le corps d'avant aussi. Le corps change et le corps, il nous suit dans toute notre vie, tu vois. Et c'est normal de ne pas faire la même taille que tu faisais à 20 ans, tu vois. Complètement, ouais, complètement. Mais voilà, je pense que c'est quand même, tu vois, important de mettre des bons aliments, de lui donner le bon carburant, pas lui donner de la merde, tu vois, tout le temps. Je pense que ça, c'est hyper important, d'avoir une activité physique, pas pour être mince, mais pour lui faire du bien, pour toi te lâcher prise, etc. Et puis ton corps, tu vois, il est de mémoire, donc si tu fais un peu de sport, il s'en rappelle, une fois que tu as accouché, etc., il reprend forme plus facilement. Il y a plein d'avantages à faire de l'activité physique quand même. Et donc, on revient à ton histoire. Donc, tu es au collège, c'est ça? Donc, t'étais pas hyper bien dans ta peau. Tu commences à faire un petit peu des shootings. Ça t'aide à prendre confiance en toi, mais on dit le 38, c'est mort. Ouais, c'est ça. Et tu commences à faire des régimes. Voilà. Donc, j'ai fait des régimes pendant très, très longtemps.
même jusqu'à la vingtaine. Enfin, j'étais vraiment pas hyper à l'aise. Et pendant mes études, donc du coup, j'ai fait Sciences Po. J'étais à Sciences Po Toulouse. En fait, mon rêve, c'était d'être journaliste. Donc voilà, j'ai fait tous mes stages là-dedans depuis que j'ai 14 ans. Vraiment, mon rêve, c'était d'écrire. J'adorais le milieu journalistique. Je savais pas trop si je voulais être journaliste sportive. Tu vois, j'ai fait un stage à l'équipe. Trop Après, bien. j'ai fait un stage à Version Fémina, plus dans la mode. J'ai un peu touché à tout dans le milieu journalistique. Et du coup, je me suis dit, bah, la voie royale pour ça, c'est Sciences Po. Donc, j'ai été recalée une première fois, mais je me suis accrochée. J'étais en mode, non, c'est mon rêve. Je veux absolument aller à Sciences Po. Du coup, j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied pour avoir le concours. Je l'ai eu et du coup, une fois arrivée à Sciences Po, c'est vrai que ça a été un peu difficile pour moi de m'intégrer à l'école parce qu'en fait, je ne suis pas arrivée en première année, donc les gens se connaissaient d'avant et je ne me sentais pas hyper bien entourée. Du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas créer un petit compte Insta Pro et tout. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé sur les réseaux et j'ai tout de suite eu très rapidement une communauté, genre 10 000 abonnés. Donc ça ne Trop me bien. permettait pas d'en vivre, tu vois, mais c'était vraiment un petit loisir et puis ça me permettait aussi de me sentir moins seule. Donc j'aimais beaucoup. Complètement. Et à la base, je parlais plutôt de beauté, de mode, un petit peu de harcèlement que j'avais subi par rapport à ma couleur de cheveux. Mais c'était pas un contenu hyper engagé. Bah, à l'époque, j'étais complexée, donc Bien rappelons-le. sûr. Donc j'allais pas trop parler de mon poids et Bien encore sûr. moins, c'était hors de question pour moi de mettre des photos de moi en maillot de bain Tu ou en m'étonnes. lingerie au début sur les réseaux. Et puis après, en fait, ce qui était vraiment un élément déclencheur pour moi, ça a été le confinement. Le confinement, en fait, après mes études, du coup, j'ai quand même travaillé, même si j'avais 50 000 abonnés à peu près à la fin de mes études. Je ne pouvais pas en vivre, franchement, honnêtement. Je ne gagne même pas un SMIC par mois. C'était remets-nous donc l'année à laquelle tu as créé ton compte Insta et l'année à laquelle tu étais à 50K. Je pense que c'était j'ai créé en 2018. Ton compte Insta, tu l'as créé en 2018 ? Ouais, Ok. 2017-2018. Et on va dire au bout de 1 ou 2 ans, j'avais 50 000 abonnés. Putain, à l'époque, c'était quand même pas le même ouais, game. il paraît que c'était pas mal. Ah ouais. Mais c'était pas... Enfin, j'avais pas beaucoup de partenariats rémunérés, en fait. Donc, je pouvais pas Ça non plus n'existait en pas trop vivre. encore. Mais ça me prenait quand même énormément d'heures par Ouais. semaine. Mais j'étais obligée d'avoir une activité à côté pour pouvoir payer mon loyer. Du coup, en fait, vu que c'était vraiment une passion, je me suis dit, en fait, le journalisme, je vais mettre ça de côté et je vais utiliser mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris là en 1 ou 2 ans sur Insta, parce que finalement, j'ai appris toute seule. En fait, j'ai été autodidacte, donc maintenant, je savais être community manager, je savais prendre des photos, je savais faire du montage, j'ai tout appris toute seule. Du coup, à la sortie de mes études, diplômée de Sciences Po, je me suis dit, allez, je vais postuler pour être community manager quelque part, on va bien m'accepter vu que j'ai 50 000 abonnés. C'est clair. C'est ce qui a fonctionné effectivement quand j'ai dit aux marques, voilà mon compte Insta, je veux bien m'occuper du vôtre. Les marques ont dit oui. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi chez Garancia, une marque de cosmétiques. Et ça m'a permis aussi de me former encore un peu plus, à acquérir un peu des nouvelles compétences. Et puis surtout, pour moi, c'était important d'aller dans le milieu du travail. Parce qu'en fait, souvent, on dit aux influenceurs, vous ne connaissez pas ce que c'est le vrai boulot. Et du coup, moi, j'avais envie d'expérimenter, de travailler en entreprise pour savoir comment ça se passe, tu vois. Et franchement, ça a été super formateur pour moi, ça a été top. Mais je sentais que ça me freinait en fait dans ça te prend mon ascension, dans ma carrière autre, tu vois. Bien parce sûr. que du coup, quand tu travailles 40 heures par semaine, il te reste plus beaucoup de temps après pour faire toi tes projets perso. Donc, juste avant le confinement, je savais pas qu'il allait avoir un confinement. Je me suis dit, allez, je démissionne et je me lance à plein temps sur Insta, même si je peux pas en vivre. Sans filet de sécurité. Alors, du coup, j'avais fait pas mal d'économies. Et en gros, mon objectif, c'était de me dire, je mets 1 an de loyer de côté. Putain, bien joué. Donc, à l'époque, j'étais en coloc à Paris et tout, mais j'avais mis 1 an de loyer de côté. Parce que du coup, j'avais mon salaire chez Garancia, tu vois, je sais pas, je gagnais genre 2 000 € par mois. Et peut-être que je gagnais tous les mois, je sais pas, genre 600, 700 € avec l'influence. Du coup, je me suis dit, tout ce que je gagne avec l'influence, je le mets de côté. Comme ça, j'ai 1 an de loyer. Et comme ça, je pourrais essayer de vivre un peu mieux de l'influence, mais tout en ayant quand même mon loyer de côté, tu vois, au cas où j'arrive pas à finir les fins de mois, tu vois. Bravo. Et ce qui m'a servi, en fait, parce qu'au début, j'ai pioché forcément dans mes économies, avant que ça marche réellement pour moi et que je puisse vraiment vivre sans être inquiète les fins de mois, tu vois. Mais tu vois, je trouve que c'est un super tip ce que tu donnes. Pour toutes les nanas qui ont envie, comme je te disais tout à l'heure, mes auditrices, il y en a pas mal qui ont envie de changer de vie, de se construire un rêve professionnel différent.
Et c'est hyper important d'avoir un plan d'action, d'assurer tes arrières. Tu vois, t'as fait Ouais. les choses intelligemment, quoi. C'est ça. Bah, du coup, ouais, je vous conseille vraiment, si jamais vous avez un petit peu peur, d'essayer. Bah, après, moi, je ne vais pas forcément conseiller d'avoir 2 jobs en même temps, parce que moi, c'était mon cas, clairement. Ouais, mais c'est bien, je Mais trouve. tu vois, j'ai cumulé les deux. Par exemple, si ouais, vous voulez créer une marque de bijoux ou autre, de vêtements, n'importe, ça peut être bien de garder votre CDI d'un côté, Bien de le sûr. faire voilà, les week-ends et le soir. Tu mets un peu d'argent de côté, et puis comme ça, après, tu as ton Complètement. matelas de sécurité et tu pars pas direct, tu sautes Mais pas oui, dans le vide comme ça d'un coup, tu vois. c'est trop risqué. Et en fait, moi, c'est là où j'ai vraiment vu la différence. C'est entre être créatrice de contenu à mi-temps et être créatrice de contenu à plein temps. Parce que forcément, j'avais 8 heures par jour pour réfléchir à ce que C'est j'allais clair. faire comme contenu versus 1 heure le soir avec, quand il fait nuit. Enfin, non, c'est ça... pas pareil. Et moi, j'ai vu vraiment mais la différence, ça a été T'as explosé? exceptionnel. Ouais. Bah, en fait, je me suis dit, confinement, je vais poster une vidéo par jour sur Ah TikTok et ouais. sur Insta. Ah, bravo. J'ai bombardé en fait et c'est là où je me suis éclatée. J'ai trouvé vraiment ma niche, j'ai trouvé ce qui me plaisait, j'ai trouvé ma communauté. Enfin, ça a été vraiment une révélation pour moi, le confinement. Ça a été incroyable en fait. Et à partir de quand, donc du moment où tu quittes ton job, à partir de quand tu as commencé vraiment à te rémunérer, vraiment un Ouais. salaire? Bah, en fait, le confinement, c'était en mars et à la sortie du confinement, en juillet, enfin, c'était à peu près la fin des Ouais. restrictions et tout, j'étais passée de 50 à 100 K. Arrête. Donc, Ah, mais c'est fou. et en fait, bah, On parle en nombre d'abonnés, hein, parce que les Ouais, gens vont pardon, pas de comprendre. 50 000 à 100 000 abonnés. Voilà. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment vu la différence parce que bah, quand tu as 100 000 abonnés, Tu passes un cap. oui. Mm. Et forcément, j'avais beaucoup plus de marques qui venaient me demander est-ce que tu pourrais mettre en avant nos vêtements? Est-ce que tu pourrais mettre en avant nos produits de beauté? Et forcément, bah, du coup, j'étais rémunérée pour ça parce que bah, derrière, forcément, je générais des ventes. Donc, les marques étaient OK pour me rémunérer. Et du coup, c'est là où j'ai pu en fait correctement en vivre, quoi. C'est trop cool. Et est-ce que Donc, tu triais incroyable. quand même, tu vois, les propositions, c'est quoi pour toi, comment dire, les valeurs les plus importantes? Comment tu sélectionnes tes collaborations, les marques avec qui tu vas bosser? Désolée, je pose souvent plein de questions en une. Et surtout, c'est quel type de collaboration pour lesquelles tu le prends plus de plaisir? Alors, pour moi, ce qui est hyper important, c'est déjà de me dire est-ce que de base, je pourrais être cliente de cette marque? Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je regarde. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que je pourrais l'acheter avec mon propre argent? Et déjà, si je me dis oui, je me dis OK, ça peut être intéressant de le proposer. Et après, bien sûr, je vais toujours regarder que ce soit une marque éthique. Je suis pas hyper fan des marques 100% en ligne où tu sais pas trop d'où elles viennent et tout ça. J'évite au max. J'aime bien aussi, je trouve que ça rassure beaucoup mes abonnés quand c'est des marques même qui sont dans des points de vente. Parce que Tout à les fait. filles, elles peuvent se dire, OK, bah, c'est vraiment réel, tu vois, je vais vraiment recevoir quelque Complètement. chose. C'est pas du dropshipping. C'est ça. Mais ça, j'ai complètement banni de toute façon. Complètement. Et après, j'essaye de faire en sorte que ce soit des marques qui matchent avec mes valeurs. Donc, si possible, j'essaye de proposer quand même des marques qui montent en taille parce que j'ai envie que ce soit inclusif, parce que bah, moi, je prône l'inclusivité au quotidien. Et après, j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit à minima respectueux des travailleurs et de l'environnement parce que ça me paraît quand même hyper important aujourd'hui. Et en fait, je travaille toujours avec les mêmes marques. C'est des marques qui reviennent tout le temps. En fait, maintenant, j'ai mes petites marques chouchou et généralement, il y a souvent des prises de parole en story et comme ça, je peux présenter les nouveautés. Et franchement, c'est un kiff pour moi, en fait, de parler tout le temps des mêmes marques parce que c'est des marques qui font vraiment partie de mon quotidien. Tu vois, là, je suis habillée, par exemple, tout en Almé. Mais en fait, c'est parce que c'est une marque que je porte vraiment au quotidien. J'adore leurs vêtements. Trop bien. Ça va jusqu'à la taille 54. Donc, j'aime bien pouvoir proposer ça parce que les filles, elles se sentent pas lésées. En mode, ah bah super, tu proposes une marque qui s'arrête au 42. Bah moi, je peux pas m'habiller, en fait. Ouais, c'est clair. Ça, pour moi, c'est ma phobie, tu vois. Donc, j'essaye de proposer des marques qui vont le plus loin possible. Après, bien sûr, je peux pas satisfaire tout le monde. Oui. Mais j'essaye au maximum, tu vois, de proposer des choses qui matchent avec mon contenu, en fait. Je vais pas... il est hors de question pour moi de proposer des crèmes minceurs. Enfin, ça n'aurait aucun sens, tu vois. Complètement. Oui, il faut que ça soit cohérent avec ce que tu prônes. Enfin, ouais. il faut être cohérent. Quoi que tu fasses, il faut être cohérent de toute façon. Exactement. Et du coup, bah, je remercie ces marques parce que grâce à elles, je peux me consacrer à plein temps à la création de contenu et du coup, proposer du contenu qualitatif à ma communauté, tu vois. Bien sûr. Et sans ces marques-là, bah, je serais obligée d'avoir un travail à côté, donc je pourrais pas être aussi présente Bien sûr. que je le suis sur les réseaux. Donc, en fait... pour moi, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Parce qu'en fait, par exemple, un magazine,
tu peux adorer lire un magazine, mais si dans le magazine, il n'y avait pas de pub, le magazine n'existerait pas, tu vois. Absolument. Bah, pour moi, c'est pareil, l'influence, tu vois. Et comme on disait tout à l'heure en off, c'est win-win, tu vois. Ouais. Les marques sont hyper contentes de collaborer avec C'est ça. des influenceuses. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est l'investissement marketing le plus rentable un des investissements marketing le plus rentable pour une entreprise, c'est de faire de la collaboration d'influence. Donc c'est win-win, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui vont pas trop comprendre pourquoi on est rémunéré et en tant qu'influenceuse, mais c'est aussi parce que derrière, forcément, on fait connaître la marque, on leur donne de la visibilité, et derrière, il y a potentiellement des personnes qui vont consommer leurs produits. Donc c'est normal aussi que nous, on soit rémunérés, parce que c'est du travail aussi de faire des vidéos, faire des photos, faire du montage et tout. Donc moi, je l'ai compris plus tard, tu vois, genre je me souviens au début, moi je faisais tout gratuitement, tu vois, déjà j'étais juste trop contente de recevoir un pull à 30 €, j'étais en mode mais c'est incroyable, genre merci beaucoup et tout. Et après quand je recevais des centaines de messages en mode merci, je l'ai commandé et tout, c'est là où je me suis dit ah oui ok, peut-être que je devrais demander d'être payée un petit peu quand même. C'est clair, mais c'est ça, et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est important qu'on le dise au micro, c'est qu'il faut pas oublier que les marques derrière, elles, grâce à tu vas parler d'une marque ou d'un produit en story, en plus que tu apprécies, que tu aimes, que tu utilises. La marque derrière, elle va faire un CA à 5-6 chiffres. Ouais. Tu vois, il faut quand même le rappeler, quoi. C'est important. Donc, c'est normal que les créatrices de contenu soient rémunérées, et soient bien rémunérées si vous rapportez beaucoup d'argent à la marque. Oui, c'est ça. Après, ça dépend effectivement de ton engagement, de ton audience. En général, c'est pondéré, en fait. Complètement, tout à fait. Et donc, tu disais tout à l'heure, t'es passé de 50 à 100 000 abonnés de mars à juillet. Quelle année, du coup 2020. 2020. Et donc, à partir de l'été 2020, tu as commencé à te rémunérer. Ouais, je pense que c'est à peu près le moment où j'ai commencé à vraiment avoir des collabs régulières et à plus me soucier, on va dire, de comment je vais finir les fins de mois. Parce que les 6 premiers mois, forcément... en plus c'était période de confinement, donc j'ai vécu sur mon matelas de sécurité, en fait. Bien sûr. Que en plus à ce moment-là, les marques, elles ont plutôt gelé les collaborations, parce que c'était l'époque où on savait même pas si on allait pouvoir se faire livrer, est-ce que c'était éthique de commander sur internet, parce que du coup ça fait que des gens doivent aller bosser, enfin tu sais, c'était un peu compliqué, donc tout était gelé. Donc j'étais pas rémunérée en fait à cette période-là. Donc heureusement j'avais le petit matelas de sécurité qui m'a permis de faire la transition en fait avant d'en vivre. Donc moi j'ai vraiment eu de la chance, parce que ça a marché pour moi, tu vois. Ça se trouve, s'il n'y avait pas eu le confinement, ça n'aurait pas marché autant. Peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps avant de réussir à me rémunérer, tu vois. Complètement. Et finalement, le confinement, pour moi, ça a été génial, parce que tout le monde était sur son tel. Mais ça, c'est fou, le nombre de personnes. Bon, même si ça a été dramatique, etc., c'était compliqué. Moi-même, le confinement, ça a été... une aubaine de malade. Non, mais truc de malade, changement de vie, enfin bref. Et pour tellement de personnes, ça a été incroyable, en fait. Ça nous a permis de changer de vie, quoi, pour tellement de personnes. Mais pour moi, tu vois, ce qui a été... en fait, la décision que j'ai prise, ça a été de quitter mon job, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Bien sûr. Tu vois, et c'est incroyable, parce que j'avais tellement peur en posant ma démission. J'étais en mode, mais dans quoi je m'embarque et tout. Et franchement... En fait, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans cette démission, parce que c'est ce qui m'a permis de consacrer tout mon temps, et c'est surtout que je croyais en mon potentiel. En fait, je me disais, non mais si tu as du temps toute la journée, tu vas y arriver, en fait. Tu vas réussir à faire du meilleur contenu, tu vas progresser, tu vas avoir des messages plus pertinents, des stories plus intéressantes. Tu as plein de choses à dire, mais tu n'as pas assez de temps. Et vraiment, démissionner, pour moi, ça a été... un des plus beaux jours de ma vie, finalement. C'est pareil. Pareil. Toi aussi, tu avais un travail avant? Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, j'avais bossé pendant 8 ans avant de me lancer. Et le jour où j'ai démissionné, putain... Mais tu sais que, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais pendant 6 mois... Bon, toi, t'as charbonné direct. Mais moi, pendant 6 mois, j'étais en mode... Ouh, c'est incroyable, je suis libre, tu sais. Moi, j'avais le chômage. Donc, forcément, je me suis dit, putain, j'ai 2 ans devant moi. Pas tranquille, mais voilà. Et donc 6 mois à contempler ma vie, quoi. À contempler la liberté, avant tu vois. Avant de te lancer à fond. Ouais, exactement. Alors, j'ai perdu 6 mois, du coup. Du coup, j'ai pris un peu de retard comparé aux autres, si tu te compares, mais bon, on s'en fout. T'as profité. Ouais. Non, mais des fois, clairement. ça fait du bien de faire une petite pause aussi. Sérieusement, quoi. J'allais faire du paddle sur la mer le mardi matin. Enfin, trop bien, incroyable. Tu vois. Puis tu sais, des trucs pas chers. Enfin, juste, tu te prends un paddle, ça coûte quoi, 10 balles tu vois. Ouais. C'est juste, tu kiffes, t'es là, tu fais une rando. Putain, je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Le fait de ne plus avoir d'employeur,
Je trouvais ça, mais sensationnel. Ouais. C'est ouf. Tu m'étonnes. À quel moment Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais quand c'est on ouf. y goûte, c'est compliqué après de Ouais. revenir. Ah ouais. Et tu vois, genre moi, ce qui a été aussi hyper important, c'est que j'ai été beaucoup soutenue par mes parents. J'allais te Et demander. je pense que ça a fait vachement la différence parce que, genre, je me souviens, mon père, il m'avait dit, écoute, si tu galères les 3 premiers mois, je veux bien t'aider un peu, tu vois. Et ça, j'avais eu beaucoup de chance. C'est canon, ça. J'avais eu beaucoup de chance et ça m'avait aussi rassurée, confortée dans l'idée de partir. Et je pense que ils ont été vraiment un très, très gros soutien. Ils ont cru en moi aussi, tu vois. Et ils m'ont pas dit, mais t'es folle. Ouais. Parce que, tu sais, des parents, ils peuvent se dire, mais t'es complètement malade. C'est quoi cette histoire d'Instagram? Bien limite, sûr. ils n'ont même pas Insta. Enfin, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ouais. Puis surtout, t'as fait Sciences Po, quoi, tu vois. Ouais, et c'est ça. Et puis, il y avait des gens de mon entourage qui m'ont dit, mais quel gâchis, diplômée de Sciences Po pour finir Instagrammeuse, mon Dieu. J'étais en mode, ouais, maintenant, vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Donc, comme quoi, on peut tout, peu importe, en fait, ta formation, tu peux faire... Enfin, tant que tu fais ce qui te plaît, c'est plus important, tu vois. Et au final, les gens me voient maintenant épanouie dans ce que je fais, donc ils sont contents pour moi, tu vois. Mais forcément, au début, très compliqué d'expliquer ça même à ta grand-mère. Elle comprend même pas c'est quoi mon taf. Bah, bien sûr. De lui expliquer que j'ai fait Sciences Po pour être à mon compte et faire des trucs bizarres sur Internet. Enfin, tu vois, même pour elle, c'était un peu choquant au début. Parce que forcément, elles ont essayé de voir un petit peu ce que je faisais. Elles voient alors petite fille en sous-vêtements. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Non, mais c'est compliqué à expliquer, tu vois. C'est très compliqué. Purée. Quand est-ce que tu as fait ta première photo en sous-vêtements, tu t'en rappelles? C'était au confinement. Confinement, coup, tu t'es chauffée, t'es dit, allez, c'est parti. C'est ça. Et franchement, ça a été un choc parce que j'avais peur, tu vois. J'étais en mode, mon Dieu et tout, c'est quoi les retours que je vais avoir? Et je pense que j'avais mis une photo vraiment au naturel, avec un petit bourrelet et tout. Et les gens étaient en mode, merci, ça me fait trop du bien de voir un corps au naturel, pas retouché, pas posé, sans avoir une fille qui rentre le ventre, qui se cambre au max pour faire, tu vois, pour faire ressortir ses fesses et tout. Enfin, ils étaient en mode, mais ça fait du bien en fait des photos naturelles. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. Je pensais pas en fait avoir des retours aussi positifs. Et toutes les filles ont commencé à me dire, mais merci, grâce à tes photos, j'arrive à me sentir mieux dans mon corps, j'arrive en fait à trouver ton corps beau. Et du coup, par effet miroir, le mien aussi. Alors qu'avant, elle me disait, moi, j'arrive pas à me trouver belle en fait. Et elle était là, pourtant, il y a des filles, elles me disent, je fais un 42-44 comme toi et je me trouve pas jolie. Mais en fait, le fait de devoir t'accepter et t'assumer, ça me donne envie aussi de le faire à mon tour. Complètement. Et même, tu vois, par exemple, pour refaire un petit peu un parallèle avec ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'avais l'impression que toutes les filles belles devaient être extrêmement minces. Mais vraiment, hein, tu vois, genre Kate Moss. Kate Moss, c'était... j'adorais. C'est les modèles qu'on avait à l'époque. C'est ça. Et je trouve que ça permet vraiment de changer mon prisme. Aujourd'hui, j'ai un tout autre regard sur le corps des femmes. Enfin, tu vois, avant, j'étais hyper limitée. Ah non, il faut être comme ça. Et si t'es pas comme ça, bah t'es pas belle, tu vois. Ou c'est pas bien, il faut être comme ça. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce même regard. Enfin, je trouve qu'au contraire, j'ai l'impression de trouver toutes les femmes belles, mais même tout le monde. Tu vois, je trouve, j'arrive à trouver du beau en tout le monde, alors qu'avant, j'étais hyper intolérante, tu vois, parce que j'avais été un peu robotoisée. Et je trouve ça génial qu'on puisse avoir un regard qui est totalement différent. En fait, on éduque aussi tout le monde, en fait, les hommes, les femmes, à avoir un regard différent sur le corps de tout le monde, en fait. Tu vois, c'est important. En fait, je pense qu'on a été trop matrixés avec des critères, mais même aujourd'hui, tu vois, genre, si je te dis, c'est quoi les critères de beauté aujourd'hui, je pense que si on se les cite, on ne s'est pas concerté avant. Je pense que si on se dit, c'est quoi les critères de beauté, tu vois, moi, je vais dire, par exemple, mince. Toi, tu vas me dire, je sais pas, lèvres pulpeuses. Et tu sais quoi? Ouais, je vais peut-être te surprendre. Mais tu vois, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé la question, la première pensée que j'ai eue, je trouve que c'est surtout les femmes qui dégagent de la confiance en elles. Ah oui. Tu vois, je trouve que t'es déconstruite. Probablement. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, les nanas les plus belles, c'est les nanas qui dégagent une confiance en elles, une espèce de liberté d'expression dans leur manière de s'exposer. C'est ça, quoi, une belle nana, quoi. Tu vois? Et oui, effectivement, je pense que j'ai vachement changé d'opinion et comme je disais, de prisme. Mais oui, t'as sûrement raison. Aujourd'hui, c'est toujours, oui, il faut être mince, il faut être gaulé, il faut être machin. Ouais, c'est ça. Et puis la mode avec la salle de sport et tout. Des fesses. Maintenant il faut avoir un énorme fessier. Non, mais tout change tout le temps. C'est la merde. Alors attends, il fallait avoir un tout petit cul maintenant. C'est ça, mais quand tu regardes avec les décennies, en fait, tu t'aperçois que ça évolue tout le temps, tu vois. Mais oui. Toi, t'as eu l'époque Marilyn Monroe, t'as eu l'époque Kate Moss, tout ça. Mais en fait, c'est infernal. Mais c'est un truc de ouf.
Moi, perso, j'ai hâte que la mode des petits seins revienne. Comme ça, je serai en plein dans la mode. Non, mais tu vois, ça change tout le temps, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu l'époque aussi, la mode des seins refaits. Bien sûr, ça l'est encore. Oui, un petit peu, mais... Et tu te dis, imagine si un jour ça revient. Donc, par exemple, avec Miss France, là, tout le monde a jugé le fait qu'elle manquait de forme, soi-disant, etc. Donc, imaginons que la mode des petits seins revienne. C'est-à-dire quoi? Que les nanas vont se faire dégonfler les seins? Enfin, tu vois, à chaque fois que j'imaginais ça, je me disais, ça serait drôle qu'on en arrive là. Tu sais? Que toutes les nanas enlèvent leurs prothèses. Ouais, c'est fou parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ont ce complexe parce qu'il a été nourri par la société, tu vois. Alors que si, depuis leur tendre enfance, on leur avait dit une femme avec des petits seins, c'est beau, bah, je pense qu'elles n'auraient pas forcément fait des prothèses, tu vois. Mais en fait, après, c'est des complexes qui sont tellement ancrés que bah, moi, je ne suis pas anti-chirurgie, tu vois. On me pose souvent la question. Moi non plus. Moi, je suis en mode, si ça peut vraiment te soulager et changer ton quotidien, bah, fais-le, tu vois. Mais fais-le pour toi, en fait. Surtout, ne le fais pas pour quelqu'un, par exemple pour ton mari, qui rêverait d'avoir une femme avec des gros seins. Non, clairement. Fais-le vraiment parce que toi, t'en as envie. Après, la question, c'est de se poser pourquoi t'en as envie. Bah, parfois, c'est parce que, tu vois... Pour le regard des autres. Ouais. Bah oui. Mais oui, mais après... Ou parce qu'on t'a dit qu'une femme avec des gros seins, c'était plus bien sexy, sûr. Tu vois. Qu'avec un beau décolleté, bien sûr. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de nanas. Moi, la première au collège, je rêvais d'avoir un décolleté, tu vois, bien pulpeux, bien garni et tout. Et ouais, je pense qu'on nous vend ça, même dans les films. Tu vois, tout le temps. On est matrixé de partout. Hein. C'est horrible. Et puis le corps de la femme est hyper sexualisé. Enfin, tu vois, c'est un truc de malade, quoi. Ouais. J'ai vu une pub passer. Je sais pas si t'as vu cette pub. Alors moi, je suis la spécialité à ne me rappeler que d'un truc, mais de rien d'autre. Donc, je ne me rappelle ni du nom de l'acteur, mais un truc de parfum ou de caleçon, Calvin Klein. Non, j'ai pas vu, je pense. Avec un acteur un peu de la série Shameless, si je dis pas de conneries. Bref, je le connaissais pas, j'ai juste vu la pub et du coup, j'ai un peu lu les commentaires. Et du coup, et donc le mec est effectivement hyper sexualisé dans la pub, son corps, etc. Et en fait, dans les commentaires, tu vois pas mal de nanas qui disent non, mais en fait, pourquoi vous faites ça alors qu'on est en train d'arrêter de sexualiser le corps des femmes? On va pas faire la même chose avec les hommes maintenant. T'en penses quoi, toi, de ça? Bah oui, c'est vrai que dans la publicité, c'est l'enfer. En fait, il y a vachement de sexisme. Parfois, tu vois, pour vendre un barbecue, tu vas avoir une nana en maillot de bain. Enfin, t'es en mode, mais c'est quoi le rapport, en fait? Bien sûr. Il n'y a aucun rapport à ça. Mais oui. Et en fait, le corps de la femme a toujours été instrumentalisé pour faire vendre. Donc, que ce soit dans la publicité, mais partout ailleurs, en fait, on utilise le corps des femmes pour vendre ou pour attirer le regard, tu vois. Bien sûr. Et oui, forcément, à chaque fois, tu verras pas une femme grosse. Donc moi, quand j'utilise le mot grosse, c'est pas péjoratif. Je sais que peut-être pour tout le monde, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui vont être choquées, mais pour moi, c'est vraiment normal. Et du coup, tu vas pas avoir des femmes grosses, par exemple, pour vendre un parfum, pour vendre de la lingerie, parce qu'on va se dire, non, ce qui est vendeur, c'est une nana mince avec des gros seins, tu vois. Et ça, malheureusement, ça n'a pas changé, tu vois. Mais non, mais parce que les stats le prouvent, tu vois. Ouais. Tu mets une nana qu'on a envie de voir, enfin que les hommes ont envie de voir et de désirer, tu vas faire plus de ventes, quoi. C'est ça. Mais sur Instagram, c'est un peu la même chose avec les likes, tu vois. Quand tu vas avoir un corps d'une femme dénudée, il va y avoir plus de likes. Ça a même été prouvé que l'algorithme favorisait la nudité. On est où là? Absolument. Plus on voit ta peau sur la photo, et plus tu es mise en avant. C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent vu mes photos en maillot ou en lingerie. Je les ai souvent vues plus likées que le reste, tu vois. C'est ouf. Donc, je pense que oui, c'est le cas et c'est triste, tu vois. Mais par exemple, une nana mince va plus avoir de likes sur Insta que si tu mets une femme grosse, tu vois, en maillot, oui. Et ce qui est terrible aussi sur Insta, c'est que tu vas aussi avoir la censuration. Non, ça se dit la censuration ? Non, être censuré. Ouais. Tu sais que souvent, en plein podcast, on me demande genre, putain, je sais pas. Non, on dit la censure, c'est bon, ça me revient. Des fois, moi non plus. La censure n'est pas la même pour les femmes grosses que pour les femmes minces. Les femmes grosses sont toujours censurées. En fait, les photos sont interdites. Et derrière, tu peux être shadowban. Ça veut dire caché. Okay. Alors que les femmes minces, non. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'il y a plus de peau. Et je sais pas. C'est gênant, quoi. Ils disent qu'au niveau du robot, ça passe pas, quoi. Ouais. Je te jure. Non, mais ça, c'est vraiment vérifié. Genre, c'est horrible. Ouais. Sérieusement. Mais du coup, oui, tout ça pour te dire que oui, le corps de la femme, il a toujours été utilisé à des fins publicitaires. Et je trouve ça terrible, tu vois.
question en lien avec ça. Une question que je me suis déjà posée, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses quand même au fin fond de nous, au fin fond des femmes, de qui on est et tout, alors ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais est-ce que on n'a pas ça dans nos gènes, ce truc un peu d'avoir envie d'être, de séduire, d'être dans la séduction, peu importe notre corps, peu importe tout ça. Est-ce que finalement la femme n'a pas ça en elle? Et est-ce que tu penses que les femmes seraient pleinement épanouies si la femme n'était plus du tout sexualisée ou vue comme quelqu'un de désirable? Est-ce que tu penses vraiment qu'on serait tout autant épanouie? Écoute, moi je vais répondre par une autre question où je te dirais, est-ce que dans une société où il n'y aurait que des femmes, enfin du coup je pense que tu es hétéro, oui. T'es hétéro, moi je suis hétéro aussi, dans une société où il n'y aurait que des femmes, comment tu te sentirais? Est-ce que du coup tu arrêterais de t'habiller, de te maquiller, de porter des mini-jupes Eh ben bonne question. Eh ben moi, tu vois, je pense que je continuerai de me préparer parce on va associer le fait de se préparer à la séduction. Alors que moi, non, tu vois, j'adore me pimper parce que ça me fait plaisir, tu vois. Et genre, justement, il y a des filles qui me disaient, bah moi, tu vois, dans une société que de femmes, justement, je mettrais en des mini-jupes encore plus courtes, en fait, tu vois. Donc, ouais, mais est-ce qu'on finirait pas homosexuel, tu vois? Je sais pas. Ça, tu vois ce que question, je veux dire mais je pense que, honnêtement, non, pas forcément, tu vois. Je pense que, justement, on pense trop... La femme veut séduire l'homme. En fait, non. Parfois, j'ai juste envie d'être moi, de marcher tranquillement, que personne ne m'arrête. En fait, pour moi, c'est un peu comme les personnes qui te disent non, mais finalement, dans le fond, vous aimez le harcèlement de rue. Parce qu'on vous fait croire que du coup, vous avez l'impression que votre ego il est boosté. Tu vois, non, pas du tout en fait. J'ai envie que tu me laisses tranquille. Non. J'ai envie que personne me touche, personne me parle. J'ai envie d'être tranquille dans la rue, tu vois. Donc je pense qu'il y a trop cette croyance de la femme a besoin d'être convoitée, la femme a besoin de séduire. Non, pas forcément, je pense, tu vois. Mais tu vois, la femme comme l'homme. Enfin, tu vois, donc imaginons ce monde de femmes, etc. Parce que même entre femmes, tu vois, moi, ça m'arrive tout le temps de trouver des femmes sexy, désirables, magnifiques, de me dire putain, elle a une poitrine de rêve, tu vois, de me dire elle est hyper gaulée. Je pense que on est, même les hommes, ils le disent pas, mais bien sûr qu'ils trouvent des hommes séduisants ou des hommes sexy ou des hommes beaux, ça veut pas dire qu'ils ont envie de leur sauter dessus, mais je pense qu'on est quand même. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais on est un peu des animaux dans le sens où tu regardes chez tous les animaux, il y a ce truc de séduction, ce process de séduction, ça fait partie de la vie en fait, tu vois. Ouais. Donc je me dis, est-ce que finalement, c'est quand même pas homme ou femme, hein, oui. Tu vois. Est-ce que finalement, on essaie de rejeter un truc qui en fait, existera toujours. Ouais. Bah oui, après ça dépend du coup quel lien tu fais entre la séduction et le corps du coup, mais après pour moi c'est positif aussi de séduire, tu vois, genre moi je sais que j'aime séduire, bon là je suis en couple donc j'aime séduire mon propre mec, mais bien sûr. Mais tu vois c'est pour moi ça n'a pas je le vois pas comme quelque chose de négatif ou qui pourrait avoir un impact négatif sur ma confiance en soi, mon estime de soi ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, mais en tout cas, tu vois, je trouve que c'est des questions, c'est des sujets hyper intéressants. Ouais. Tu vois, où tu as envie de moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment creusé, mais tu vas lire un peu des recherches sur ce type de sujet. Est-ce que foncièrement, on peut changer les choses? Alors, bien sûr, on parle d'harcèlement, d'hypersexualisation de la femme. Là-dessus, on est d'accord. Tout ce qui est extrême, etc., c'est pas bon de toute façon. Mais ce truc de désir, de séduction, je pense que c'est en nous et c'est... Oui. Et ça fait partie de nous. Du coup, on peut aimer séduire, mais c'est pas pour autant que c'est bien et intéressant de faire de l'hypersexualisation dans la publicité. Moi, je pense pas, franchement, je pense pas que le fait de voir un homme en caleçon avec des abdos, ça va me donner plus envie d'acheter un parfum. Inconsciemment, peut-être. Je sais pas, mais moi, je pense pas, tu vois. Enfin, moi, je vais plutôt rechercher autre chose que ce type de choses dans la publicité. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui va déclencher mon achat. Je pense. Après, peut-être que je suis naïve. Ouais, je sais pas. Tu vois, je pense à la pub avec Johnny Depp aussi, là, je crois que c'est le parfum Allure. Où ce parfum, je pense que des millions de femmes ont offert ce parfum-là à leur homme, dans l'idée qu'il va devenir Johnny Depp s'il met ce parfum. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est ton cerveau qui va faire ce raccourci-là, quoi. Ouais. Le marketing, c'est génial quand même. Enfin, c'est génial. Je trouve ça complètement fou, quoi. Ouais, c'est fou. Moi, en tout cas, moi, pourquoi je milite, c'est qu'on ait une meilleure représentativité dans la société. Donc pour moi, c'est un peu ça le body positive, tu vois, c'est vraiment de se dire que
on veut pas, en fait, enlever les mannequins minces pour mettre à la place des mannequins Bien sûr. qui ont plus de forme ou rondes ou grosses, tu vois. Non, pour moi, c'est juste que on rééquilibre les choses et que dans la publicité, tu puisses en avoir pour tout le monde, que tout le monde puisse s'identifier. Ouais. Par exemple, moi, je trouve ça aberrant que sur les sites de e-commerce, on n'ait que des mannequins qui fassent une taille 36. Moi, je suis désolée, mais je n'ai pas envie d'acheter un vêtement. Genre là, par exemple, je regardais pour des maillots de bain parce que je vais partir en vacances et j'étais en mode, sur les sites, je n'arrive pas à me projeter. Ouais. Parce qu'il n'y a qu'une mannequin en taille 36 sur tout le site, sur tous les modèles, tu vois. Et du coup, moi, je serais en mode, ce serait cool peut-être qu'on mette une femme en 34, mais une femme qui fasse du 42, une du 46, etc. Comme ça, tu vois, il y a un peu de tout. La réalité, quoi. Voilà, c'est ça, il y a un peu de tout. Et puis, chacun peut s'identifier et ça fait du bien, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment un monopole au niveau du mannequinat qui est terrible. En fait, les diktats de la minceur, ils sont hyper présents. Et pour moi, il faut vraiment qu'il y ait plus de représentativité. Pour moi, il y a vraiment du progrès à faire au niveau de la publicité. Et même si on a l'impression que oui, le body positive, maintenant, ça y est, c'est ancré, c'est connu, regardez, les marques de lingerie, elles s'y mettent et tout. Non, je suis désolée, c'est marginal. Si on faisait des quotas et des statistiques, ce serait prouvé que c'est une partie infime de marques qui sont inclusives dans leurs images, tu vois. C'est hyper rare. Et même au niveau des créatrices de contenu sur les réseaux, on va dire, ouais, c'est une mode, le body positive et tout. Non, pas du tout. Genre, moi, en France, je peux te citer maximum 10 créatrices de contenu qui traitent vraiment ce sujet vraiment comme un sujet de fond. Ouais. J'en connais très peu. Alors certes, tu vas peut-être avoir une influenceuse qui va faire un post une fois tous les 6 mois, tu vois, pour parler un peu de son rapport au corps. Mais sinon, je te jure, il y en a très très peu. On est très peu et c'est aussi pour ça que je pense que personnellement, j'ai eu une audience très rapidement parce qu'on était peu, en fait. C'était une niche, tu vois. Complètement. Tu as été une des pionnières, je pense, dans ce truc, dans le mouvement body positive, clairement. Ouais. Avant, ça n'existait pas, quoi. Ouais, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu comme le greenwashing. Tu as plein de marques qui utilisent ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, stop, on sait que votre mission, c'est pas réellement ça, tu vois. Tu as juste mis une meuf qui sort un peu du lot. Non. Mais tu sais, une fois, c'était hallucinant. J'ai eu une marque qui m'a contactée pour une collab, mais j'étais choquée. C'est une des plus grosses marques en France qui vend des crèmes minceurs. Et ils m'ont dit, oui, du coup, en fait, on voudrait faire une campagne body positive avec toi. Donc, on voudrait te payer pour que tu parles de nos crèmes. Mais en gros, l'idée, c'est quand même que tu dises, ah, mais c'est pas grave d'avoir de la cellulite, mais si vous avez envie de l'enlever, vous avez le choix, mais vous pouvez utiliser notre crème. J'étais là, oui, bien sûr. T'as cru que j'allais prendre ma communauté pour des pigeonnes? Bah oui, bien sûr. Et j'étais en mode, mais ils sont déconnectés. Et ça, pour moi, c'est du body positive washing, enfin, ce que tu veux, mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux faire croire... C'est comme, tu vois, moi, j'ai toujours refusé... je sais que c'est un sujet assez sensible, mais j'ai fait une fois une collab il y a longtemps pour l'épilation. Mais maintenant, je ne veux plus le faire parce qu'en fait, je trouve que les marques, à chaque fois, elles me disent non, mais la campagne, c'est tu peux dire aux filles qu'elles veulent garder ou pas leurs poils, elles font ce qu'elles veulent. Mais juste, toi, tu proposes une solution si elles veulent les enlever. Alors, certes, le message, il n'est pas dégueu, tu vois, mais j'ai juste pas envie de participer à ça parce que l'épilation, pour moi, tu vois, je m'épile, mais je sais que je m'épile par conformisme. Et ça me fait mal, en fait, de m'épiler, tu vois. Genre, je me tape des poils incarnés, j'ai de la douleur et tout. C'est chiant, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai pas envie de participer encore à ce truc dont je suis même moi victime. Tu vois. Ouais. Parce que honnêtement, je me dis, est-ce que je m'épilerais si c'était quelque chose de normalisé dans la société et si on n'avait pas associé ça à... le fait que tu prennes pas soin de toi, la séduction, être sexy, une femme avec des poils, c'est pas possible. Donc oui, moi je suis matrixée par ça et j'ai pas la force mentale de me dire ok, flemme, je m'épile pas et je m'en fous du regard des autres, tu vois. Genre certes, je prends le body positif, mais je suis pas encore à 100% déconstruite, tu vois. Et c'est ça aussi que j'essaye de montrer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, le body positif, c'est aussi une injonction à s'aimer. Genre, ça peut nous faire culpabiliser de ne pas y arriver, de la fille zéro complexe et tout. Et je suis en mode non. Tu vois, moi aussi, j'ai des complexes. C'est juste que j'ai réussi quand même à vivre avec et à me déconstruire de pas mal. Mais je suis pas non plus... je vais pas te dire que tous les jours, je m'adore et que je me kiffe en me regardant dans la glace. Tu vois, non. Bien sûr. Et puis, il faut aussi le prendre d'une manière un peu plus intelligente, c'est de se dire... la vie, c'est un chemin. Et effectivement, si on veut avancer de la bonne manière et trouver le bonheur, on sait que 90%, ça se fait en soi.
Donc oui, bien sûr qu'il faut apprendre à s'aimer. C'est pas que c'est une injonction, c'est que c'est nécessaire si tu veux être heureuse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut l'accepter et que le chemin peut être long, peut être difficile. Mais par contre, si tu veux, si ta quête, c'est la quête du bonheur, t'as pas d'autre choix que d'accepter et d'apprendre à t'aimer. Tu vois? Toi, aujourd'hui, tu penses que t'as fait une bonne partie du chemin? Ah, mais de ouf. Et puis un chemin, comme je te disais, moi, énormément de complexes, très mal dans ma peau, pas confiance en moi plus jeune, parfois préférer fermer ta gueule plutôt que de dire un truc et que tout le monde te regarde, ou d'être jugé, d'être moqué, etc. Mais aujourd'hui, j'ai fait un chemin de malade. Enfin, je me sens libre d'être moi. Bien sûr, il y a des moments où je vais être moins confiante, etc. Mais où je me juge un petit peu, tu vois, le fait de voir tout le temps ma tête en photo. Oui, c'est pas facile. Ça, c'est vrai que c'est ça. Alors ça, j'avoue, j'ai encore du chemin à faire. Tu vois, de dire ok, cette photo-là, je suis moche, pas grave, je la pose quand même. Tu vois, et tu vois, comme on disait tout à l'heure, les lumières pour le podcast et tout. J'en suis pas encore à me dire ah, la lumière est pourrie, voilà, j'ai l'air éclatée, c'est pas grave, on y va quand même. Non. Tu vois, j'ai quand même envie que le rendu soit bien et d'avoir une image de moi qui me convienne. Donc peut-être effectivement un petit peu encore trop exigeante par rapport à ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est normal, c'est très difficile de complètement détacher de son apparence. Il y a des miroirs partout dans la société, on est jugé sur des photos, ouais, complètement. C'est très compliqué, tu vois. Même moi, je vais pas te mentir, oui, j'ai encore des jours où je regarde mon reflet dans la glace, je peux me juger un peu, tu vois, c'est surtout quand tu fais un métier d'image, c'est décuplé. Bah oui, t'es ton propre produit marketing. C'est vrai, hein? C'est vrai. Moi-même, hein, moi c'est pareil. Ma boîte dépend de moi. Et tu vois, je suis désolée, mais je pense que ça a un impact et c'est triste de se dire ça. Certes, je sais qu'il y a des créatrices de contenu qui n'ont pas une beauté universelle, une beauté... il y a des créatrices de contenu qui ne correspondent pas aux standards de beauté qui y arrivent, mais je trouve qu'elles sont quand même minoritaires parce que je trouve qu'il y a un peu une tête sur Insta un peu à avoir, tu vois. Ah ouais? Genre, notamment sur TikTok et tout, tu vois, je trouve que si t'as une jolie bouille, en gros, d'après les standards de beauté, attention, parce que la beauté, c'est subjectif. Complètement. D'après les standards de beauté, si t'as une jolie bouille, avec des petites mimiques trop mimi et tout, genre, je te jure, les gens, ils vont plus s'abonner facilement. Putain. Et tu vois, moi, je l'ai grave analysé, ça. C'est ouf. Mais il y a un truc... Tu sais, il y a même le sourire, tu vois, c'est important, en fait, quand t'es sur les réseaux. Ah, mais bien sûr, je pense qu'il faut dégager quelque chose quand même, tu vois. Est-ce que c'est l'apparence physique qui est le plus important ou l'énergie que tu dégages? Je sais pas. Parce que des fois, tu vois, tu peux te dire, elle est hyper belle, parce que c'est son énergie qui est dingue, quoi, tu vois. Après, effectivement, il y a des filles qui vont être très suivies sur les réseaux pour leur beauté. Il y en a d'autres qui vont être très suivies pour leur énergie ou leur personnalité. Exactement. Perso, je préfère la deuxième option. Ah, mais non, mais moi aussi. Mais après, et comme tout le monde, moi, je trouve ça super. Enfin, je trouve ça super. Non, je peux pas dire ça comme ça, c'est pas possible. Je trouve ça agréable. C'est horrible, hein. Mais c'est vrai que les gens beaux, c'est beau, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une œuvre d'art. Enfin, t'as des gens vraiment, c'est vrai, en fait. Et je parle pas d'un standard, hein, ça peut être n'importe quel standard. Mais t'as des gens, effectivement, c'est de l'art, quoi, leur beauté. Enfin, tu vois, tu te dis, putain, mais waouh, quoi. C'est vrai. Tu vois, est-ce que tu peux aller contre ça? Je sais pas, quoi. Mais le challenge, c'est de réussir à habituer son œil à trouver plus de gens beaux, tu vois. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Faut qu'on change faut qu'on change encore plus notre prisme. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu as été, donc tu disais ton entourage, donc tes parents, etc., ont été hyper là pour toi. Est-ce que, à contrario, tu as eu des critiques de tes potes ou d'autres personnes, en fait, tout simplement? Te dire qu'est-ce que tu fous à poil sur les réseaux? Tu as des trucs méchants comme ça, par exemple? Alors non, franchement, j'ai plutôt été soutenue. Genre, je pense que j'ai un bon entourage. J'ai beaucoup d'amis, c'est des amis d'enfance que je connais depuis 15 ans et qui sont toujours là. Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir un entourage qui reste, même si pour certaines personnes... il va y avoir la notoriété, tout ça qui peuvent te faire un peu monter la tête, on va dire. Moi, j'ai pas du tout eu ça et au contraire, j'aime bien rester avec mon entourage, même ancien, tu vois, rester vraiment connectée. Trop bien. Que ce soit même au niveau du niveau de vie et tout. Je pense que je suis quelqu'un qui économise beaucoup parce que j'ai peur de l'après et je suis quelqu'un qui va vivre en dessous de ses moyens, on va dire, dans le sens où genre je vais jamais m'acheter des trucs de luxe, je suis pas du tout là-dedans. Même au niveau des vacances, je vais continuer de partir avec mes potes. Tu vois, essayer d'être un peu calqué sur eux, leur budget et tout, parce que, je sais pas, j'aime bien en fait garder ce côté ancrage, tu vois, avec l'entourage et tout.
Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et puis non, j'ai pas eu tant de critiques que ça. Après, j'ai beaucoup de haters. Vraiment, ça, c'est un gros sujet. J'ai vraiment beaucoup de haters parce que dès que tu commences en fait à parler de body positive, surtout les hommes, mais je m'en prends plein la tête. C'est quoi leur problème? Mais c'est non, mais en fait, comment tu fais pour t'assumer? Tu ferais mieux d'aller faire un régime. Vraiment, t'es moche, t'es grosse, t'es horrible, personne ne voudra te toucher même avec un bâton. C'est que des trucs comme ça. Mais quelle bande Mais c'est un truc de malade. Vraiment, genre, j'ai une quantité de haters qui est assez impressionnante parce que j'ai beaucoup de vidéos qui deviennent virales. Et alors là, je suis... Parfois, je suis en mode, je vais arrêter d'ouvrir Insta parce qu'en fait, mon fil de notifs, c'est que ça. Et même si je peux les bloquer, en fait, parfois, c'est 1000 commentaires. Enfin, je vais pas m'amuser à cliquer, bloquer, tu vois. Alors, la solution, ce serait de bloquer les commentaires, que personne ne puisse commenter. Mais j'ai aussi envie que mon compte Insta soit un endroit où, en fait, on peut échanger, débattre pour faire évoluer les mentalités. Donc, je me dis, tant pis. Mais tu sais, des fois, est-ce que tu te demandes c'est qui ces gens? C'est souvent des mecs. Alors, je pourrais te décrire le mec, ouais, le hater de base. Ouais. Le hater de base, je dirais que c'est genre un mec qui a genre la vingtaine, qui va à la salle. Voilà, donc que des photos de muscu sur son compte. Il a des... Dans sa bio, ils ont souvent des emojis qui font penser un peu à la royauté. Donc, c'est un peu associé à des mouvements souvent d'extrême droite. Ah, mon Dieu, d'accord. Et ça, c'est vraiment le mec typique. Donc, en fait, pour lui, je représente tout ce qu'il déteste. Une femme avec des formes, qui s'assume, qui est libre, qui poste sur les réseaux en sous-vêtements. Il est en mode... mais là, le gars, il a fait un AVC, quoi. Ah ouais. Et il est en mode, va à la salle. Je suis en mode, mais il n'y a pas que la salle qui existe, en fait. Il n'y a pas que ça. On peut aussi faire du sport sans aller à la salle et juste pour le kiff. Mais c'est ça. Ou alors, c'est des très jeunes aussi. Il y a beaucoup, tu sais, genre des ados quoi, qui ont 16 ans, qui critiquent et tout. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de leurs propos, je ne sais pas. Non, je pense pas. Et à l'inverse... À cet âge-là, tu peux être vite débile. Hein. Enfin, désolé. Ouais, je sais pas. Et à l'inverse, les hommes plus âgés sont souvent gentils. Parce qu'ils ont... Et puis en plus, les hommes, les goûts et les couleurs sont hyper variés. Et du coup, à l'inverse, tu as des fétichistes, des femmes rondes, tu vois. C'est-à-dire ils sont genre... Ah oui, ils sont trop fans. Genre, c'est en transe, quoi. Ouais. C'est ouf. Ils adorent, tu vois. Ça les fait fantasmer, en fait. Mais bien sûr. Donc, il y a de bien tout. sûr. Vraiment, c'est la jungle. C'est ouf. Mais ouais, beaucoup de haters. Et du coup, on fait avec, tu vois. Parfois, c'est un peu lourd à porter parce que... Parfois je suis en mode mais en fait mon compte Instagram c'est pas le défouloir, qu'est-ce qui se passe en fait si tu vas dans mes réels, tu vas dans des réels qui ont fait souvent 500 000 ou 1 million de vues, tu vas lire les commentaires, tu vas voir. Mais de toute façon non mais ça m'étonne pas du tout. Moi j'ai fait genre 2 réels qui ont explosé et il y en a un où je me suis pris plein de commentaires, mais en fait je me suis tapé des barres parce que c'est pas sur mon apparence physique, tu vois. C'est un réel sur lequel j'explique mon parcours et comment j'ai fait aujourd'hui, tu vois. En gros, burn-out sévère, j'ai quitté mon job, j'exprime mon parcours professionnel. À 27 ans, j'étais directrice d'hôtel, à 29 ans, je tombe enceinte, à 30, je fais un burn-out, à 31, je déménage. Bref, et aujourd'hui, je génère un business à 6 chiffres, etc. Du coup, quand tu parles de fric, forcément, ça fait le buzz. Oui. Ah putain, tu mets ça, c'est bon, ouh, le truc a explosé. Donc, je le fais pas tout le temps parce que c'est pas trop ma vibe non plus, mais bref. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule, genre 6 chiffres en centimes. Tiens, ou t'as une belle gueule, donc normal. Ouais, c'est ça. Et des trucs assez femme, méchants. Tu peux pas réussir et parler de manière transparente de ton business. C'est ça. T'es forcément une menteuse. Oui, ou c'est parce que t'as un beau cul, tu vois. C'est horrible, mais c'est un peu combien de nanas qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui, jeunes, mignonnes, s'en prennent plein la gueule en mode parce que t'es mignonne. Ouais, mec, fais le quart de ce que je fais. Après, on en reparle. Mais par contre, moi, ça me touche absolument pas. Mais vraiment. Vraiment, je me suis tapé des fous rires parce que des fois, c'est tellement drôle. Il y a des haters qui sont bons dans la manière de rédiger. Et tu te dis, putain, il est drôle le type en vrai, tu vois. Je me suis déjà fait la réflexion. Tu vois. Mais bon, j'approuve pas. Mais en fait, c'est fou parce que les gens auront toujours quelque chose à dire. En fait, tu vois, que ce soit sur l'apparence, sur ce que tu dis. En fait, il y aura toujours des gens pour te critiquer sur les réseaux. Donc, pour moi, il faut vraiment pas, si jamais vous avez envie de vous lancer, il faut vraiment pas que vous vous arrêtiez à ça parce que sinon, vous allez rien faire.
En fait, c'est impossible aujourd'hui de faire l'unanimité. Mais bien et sûr. moi, ça, depuis que je l'ai compris, je me suis dit, il y a des gens qui vont me détester, il y a des gens qui vont m'adorer, et en fait, Complètement. c'est pas grave, tu vois, genre, c'est la vie, c'est comme ça, et il faut pas que je me concentre sur les gens qui m'aiment pas ou qui n'aiment pas ce que je fais, tu vois. Ouais. Et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Voilà. Donc autant être 100% toi-même. C'est ça. Et ta communauté, si tu as le désir de créer une communauté, ça sera d'autant plus engagé, etc. Et tu vois, genre, moi, je sais que je suis des influenceurs depuis le lycée. Depuis que je suis toute jeune, je suivais Enjoy Phoenix, j'étais fan et tout, de ses vidéos YouTube, je regardais tout. Et en fait, ça faisait des années que j'avais envie de me lancer. J'avais déjà cette idée en tête bien avant d'être dans les études supérieures. Et je ne le faisais pas parce que j'avais peur du regard des autres. J'étais en mode, on va se foutre de ma gueule, je vais avoir 3 abonnés, la honte et tout. Et en fait, je me dis, mais punaise, si j'avais commencé 10 ans avant, mais je serais où aujourd'hui? Enfin, ça se trouve, j'aurais été une youtubeuse de l'époque, tu vois. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop peur du regard des autres. Donc, des fois, je trouve ça trop dommage parce qu'on passe à côté d'opportunités juste parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire de nous. C'est trop triste. Complètement. Bah, tu te prives, en fait. Ouais. Mais même, tu sais, genre, tu me posais la question aussi des critiques et tout. Mais en fait, je viens de me remémorer quelque chose il y a encore pas si longtemps. J'avais du mal à assumer mes réseaux parce que j'allais en date sur des applications de rencontres et tout. Et en fait, on me disait, tu sais quoi ton job? Et je disais, je travaille dans la communication. Parce que j'avais une peur bleue que le mec aille sur Insta et qu'il se dise, ok, elle, je veux plus la dater, du coup, ciao. Parce que j'étais en mode, il va me voir parler de body positive, il va me voir un peu en sous-vêtements et tout. J'avais trop peur, j'assumais pas du tout. Et au final, je suis en mode, aujourd'hui, tu vois, genre, je suis en couple. Pareil, j'ai rencontré mon mec sur une application de rencontre. Et je lui ai pas dit au tout début mon métier. Et il l'a su au bout du 3e date. Et du coup, aujourd'hui, il l'accepte totalement. Mais en fait, il avait des préjugés sur ce métier, tu vois, il en avait beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit dès le début, parce que j'ai un peu tâté le terrain et tout. Bien sûr. Et tout de suite, j'ai vu que c'était pas du tout quelqu'un des réseaux. Genre, j'ai mis le mot influenceur dans une conversation. Il était en mode, ah, mais eux, je peux pas me les voir. J'étais en mode, d'accord, super. C'est horrible. Mais ce mot, il est tellement et du horrible, coup, je n'osais pas. En fait, je n'osais pas. Donc, compliqué, tu vois. L'entourage. Maintenant, moi, là, depuis tellement longtemps. Mais quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est toujours un peu malaisant pour moi de dire ce que je fais. Mais parce que tu fais bien plus que ça. Tu vois, moi, je trouve que le mot influenceur, même moi, des fois, on me présente quand je fais des collabs avec des marques. Ah merde, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure? Ok, 5 minutes, on termine, ok? Quand je fais même moi, quand je fais des collabs avec des marques, tu vois, par exemple, hier, j'étais sur un événement avec une marque, sur un événement d'entrepreneuse, etc. Et on me présente, voici les influenceuses. Ah ouais? Ouais. Pourtant, pour moi, je te vois plutôt comme entrepreneuse, mais tu vois. Bien sûr, non, je ne suis. Tu vois, je dis toujours non. En fait, je suis pas influenceuse. Tu vois, et c'est horrible parce que je trouve que ce terme, il a tellement été utilisé et il a tellement une connotation négative, péjorative, que tu n'as plus envie d'être associée à ce terme-là. D'ailleurs, toi, quand on te présente en tant qu'influenceuse, est-ce que ça te gêne? Ça me gêne pas trop, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent c'est mieux créatrice de contenu, tu vois. C'est un peu un débat. C'est juste une question d'image, tout simplement. Bah oui. C'est à cause des médias qui ont. Parce qu'il y a l'influence télé-réalité, c'est ça qui a clairement sali l'image des influenceurs, tu vois. Absolument. Et puis les préjugés par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et toi aussi, tu vois, t'es entrepreneuse, t'es chef d'entreprise aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Au final, oui, j'ai une société, j'ai des freelances qui bossent pour moi, j'ai une comptable, je dois gérer aussi ma trésorerie. Absolument. Investir parfois pour faire des tournages, pour faire des vidéos et tout. Oui, je dois mettre du budget. Enfin, tu vois, c'est une vraie entreprise, quoi. Mais les gens ne s'en rendent pas compte, malheureusement. Ouais, et tu vois, je trouverais ça trop cool. Je trouve qu'il y a peu d'influenceuses créatrices de contenu, vraiment comme toi, à proprement parler, qui emmènent la communauté dans les coulisses, vraiment, de votre casquette de chef d'entreprise. Et je trouve que ça redonnerait un peu plus, comment tu dis, tu vois, voilà, t'as compris. Glory. Ouais, j'ai pas osé le dire jusqu'au bout. Je me suis dit, oula, tu t'embarques dans un truc pas bon. Mais c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça. Mais ouais, mais même au quotidien, tu vois, pas qu'une vidéo, genre vraiment au quotidien, tu fais plein de trucs en fait qu'on voit pas. Tu vois, tu dis t'as des freelances qui bossent pour toi, donc j'imagine que des fois tu fais des team meetings en one-to-one ou à plusieurs. T'as des trucs à gérer, t'as trésor, comme tu disais, l'investissement, la rentable, tu vois. Ton temps, comment tu réfléchis à la stratégie des futurs contenus que tu vas mettre, pourquoi, c'est quoi ta vision sur le long terme, ta collaboration que tu es en train de préparer 1 an à l'avance. Tu vois, ouais, c'est clair. T'es pas juste là à vendre un truc de body positive et c'est bien plus que ça. Sûr. Ouais, on crée bien du plus contenu. que ça. Ouais. T'es chef d'entreprise. Ouais.
Je vais le dire maintenant. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chef d'entreprise, en fait. Mais oui. Non, mais il faut qu'on s'impose, quoi. Merde, les femmes, il faut qu'on s'impose bien au-delà de ça, quoi. Ouais. Putain, t'as créé un truc, t'as une communauté de 300 000 personnes. Ouais. Tu vois? Ouais. Merde. Stop maintenant, impose. Je suis encore timide par rapport à ça. Eh ben, c'est le moment, là. 2024, c'est le moment de... De s'assumer pleinement. Ouais, clairement. Ouais. D'assumer cette casquette-là pleinement. C'était trop cool, tu vois. On s'est fait taper sur les doigts, là, parce que ça fait On une aurait heure. pu parler encore longtemps. Mais grave, on est bien, là. Il nous manque un petit café, un petit truc, voilà, mais on est bien. C'était trop cool. J'adore mon métier. Enfin, vraiment, j'adore ce que je fais parce qu'à chaque fois, je rencontre des super chouettes nanas comme toi. Enfin, c'est des discussions qui sont super fluides. J'adore. Donc, malheureusement, on est obligé de mettre un terme à cette discussion. Oui. Donc, j'ai 3 questions rituelles pour chaque invité à chaque fois. T'inquiète pas, rien de fou. Oula, j'ai peur. Non, rien qui va te mettre mal à l'aise. C'est pas du tout le but. Donc, première question, quel était ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, c'était d'être journaliste. Et, donc déjà depuis toute petite, ouais, en fait. Depuis toute petite. Du coup, je suis devenue ma propre journaliste, en fait. Absolument. Voilà. Mais tu sais, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. En fait, ton rêve, c'est réalisé. Ouais. Parce que tu es un peu un média, une journaliste. En plus d'être créatrice de contenu, chef d'entreprise. On ne t'arrête plus, Chloé. Ça. Trop bien. Un mantra, une phrase que tu aimes particulièrement, qui te guide? Ouais. Pourquoi mettre de l'énergie à te détester quand tu pourrais la mettre à t'aimer? C'est pas ouf. Tatoué sur ton corps? Non. Pas encore? Jamais? Tatouage d'ailleurs? Non, pas tatouage. Ah, c'est une question? J'ai trop peur. Je vais rajouter cette question, je crois. T'as trop peur? Ouais, de regretter après. Je sais pas. Peut-être un jour, ça me viendra. Je comprends de ouf. J'ai regretté tous mes tatouages. Oh là là. Bon, bah, après, je les aime. Mais à chaque fois que j'en ai fait un, j'étais putain, j'aurais pas dû le faire. Enfin bref. Et toute dernière question, Chloé, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Pour moi, c'est vraiment croire en soi et essayer. Pour moi, essayer, en fait, c'est que comme ça qu'on pourra avancer. En fait, si vous tentez pas, vous n'avez rien à perdre. Et si vous tentez pas, vous pourrez jamais parvenir à vos rêves. Donc, faites des choses qui vous plaisent, qui vous motivent, et vous verrez, en fait, les choses iront toutes seules. Complètement. Parfait. À chaque fois qu'on finit une interview, c'est l'invité qui termine, qui dit le petit mot de la fin. Ouais. Parce que du coup, donc, tu as les auditrices sur les plateformes d'écoute, coucou à vous, mais tu as aussi les personnes qui vont visionner le podcast sur YouTube. Ouais. Du coup, je te laisse faire la fin. En plus, vous êtes beaucoup plus experte que moi. Je sais pas si tu t'y connais un peu sur YouTube, mais du coup, voilà, tu remercies comme tu veux, tu dis le petit mot, donc tu regardes la caméra qui est là-bas, tu dis ce que tu veux, enfin, abonne-toi à la chaîne, j'en sais rien, fais-le à la Chloé. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Gros cœur sur vous. J'espère que ça vous donnera un petit peu de la motivation pour vous aimer, vous accepter et surtout lancer vos projets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains invités. Et nous, on vous dit à très vite. À mardi prochain. Bye. Ciao, ciao. Salut les filles.